Dans le chapitre 1110 de One Piece, les démons débarquent sur Egghead. Oda prend un raccourci incroyable pour tous les présenter. L'ensemble des Nakamas sont en danger, et même ceux du Dôme se font cibler, alors que sous les paroles rabaissantes de Sanji, Zoro se dépasse et bat un opposant jugé si puissant. Lucci est devenu un sashimi, alors que pour une nouvelle fois dans l'histoire, Luffy se fait bouffer par un monstre géant. Et encore une fois, il sera sauvé par les géants. Et oui le Nakama, ce chapitre était juste incroyable, et bienvenue sur After Lil. Forcément, on décrypte tout ça, surtout que là maintenant, Oda accélère dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il est en train de présenter tous les membres du Gorosei, donc tous les méchants du dernier arc de One Piece sans doute, et il est en train de les mettre à l'épreuve. Surtout que ces personnes semblent être surpuissantes. Mais bon, on va décrypter tout ça dès maintenant. La page de couverture de cette semaine est assez intéressante parce que là on voit l'histoire de Wano, donc un Wano arc 2 en mini-story, et c'est l'histoire de Yamato qui visite Wano. Après tout, elle avait promis, elle avait bien dit devant tout le monde que c'était pour ça qu'elle restait sur Wano. Et maintenant, elle fait quoi? Elle visite les sanctuaires les uns après les autres. Elle commence par le sanctuaire d'Inari qui existe pour de vrai au Japon, et on y a été il n'y a pas si longtemps. C'est là où il y a les 1000 torii, le chemin avec les 1000 torii, et en haut il y a un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Inari. C'est la montagne Inari, donc on y était il y a 2 semaines de cela, ça fait super plaisir de voir ça. Dans cette mini-story, on pense qu'on va voir que ça, c'est-à-dire une visite du Japon par le biais de Wano. Ça peut être intéressant à voir qu'est-ce que ça va donner. Nous, on attend un petit truc qui va changer, genre une apparition de Barbe Noire pour venir chercher Pluton, ce serait très intéressant. Première vraie page du chapitre. Des éclairs noirs déchirent le ciel. Tous les marines sont choqués et ils comparent le phénomène à l'arrivée de Saint-Saturne. Le groupe de Franky aussi est saisi par le spectacle et ils sont déjà arrivés au bateau des géants. Alors que leur capitaine, lui, il continue à avancer vers le lieu de la bataille. À Maréjoise, la salle des 5 anciens est totalement vide. Au sol, il ne reste plus que la marque démoniaque. Alors que pendant ce temps, les paroles de Vegapunk continuent d'être diffusées dans les escargophones du monde. Il ne reste plus que 7 minutes avant la grande annonce, mais aucun d'entre eux ne pense que l'enregistrement pourrait être arrêté. Et pourtant, les 5 ombres démoniaques sont là et elles se dressent face au monde entier, mais surtout face à Luffy. La forme de ces monstres est enfin dévoilée. Saint Saturne est un Gyuki, Saint Mars est un Itsumade, Saint Warkuri est un Oki, Saint Nosjuro est un Bakotsu, et Saint Jupiter, eh bien c'est un ver des sables. Le conseil des 5 anciens se dévoile enfin dans toute son horreur. Et l'analyse commence avec le choc de cette apparition. On voit des éclairs partout, mais autant d'éclairs que pour Saint-Saturne, ce qui est assez étonnant. Nous, on s'attendait à voir beaucoup plus de choses, genre une île qui tremble, un événement cataclysmique, avoir les 5 au même endroit, peut-être en flash de lumière, une onde de choc, mais non, c'est pas le cas. Ça semble encore être un peu modéré, peut-être qu'il faut Im-sama plus les 5 pour que les choses deviennent vraiment incontrôlable, vraiment une catastrophe climatique limite, ce serait intéressant. Mais surtout, ça n'affole pas Vegapunk, bon c'est un enregistrement, mais l'enregistrement continue et les Vegapunk veulent attendre toujours ces 7 minutes. Sans doute qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passerait quand ils vont mourir. Ils pensaient que la marine serait là, peut-être des amiraux seraient là, mais les 5 anciens, ça c'est plus complexe. Jamais ils l'auraient pensé. Donc passer le dôme de laser, pour eux c'était un peu plus compliqué. Trouver le système de diffusion serait encore plus compliqué, donc ils ne pensaient pas que leur diffusion pourrait être réellement arrêtée en 7 minutes, en tout cas en moins de 10 minutes. Mais là le Gorosei va sans doute le faire, nous on prend les pronostics. Il est trop tôt pour que l'histoire entière du siècle oublié soit dévoilée à tout le monde. Il est clair que le gouvernement va agir et va arrêter ça. On est dans un arc inversé, on l'avait déjà dit dans la précédente review, cette fois-ci ce n'est pas les Mugiwara qui sont en train de faire une course contre la montre, eux ils sont en train d'essayer de temporiser, alors que c'est les ennemis maintenant qui font une course contre la montre pour arrêter l'ensemble. Et surtout, on a 5 invocations des ténèbres, et pour une fois, Oda donne toutes les informations tout de suite. Ce qui est assez étonnant, c'est un twist qu'on ne l'attendait pas. Avoir tous les noms, toutes les formes, ça on s'en doutait pour les formes parce qu'on avait vu la forme de Saint-Saturne, mais surtout, tout est dévoilé. On a l'impression que la fin de One Piece approche tellement à grands pas que c'en est étonnant. On ne voit pas comment ça va se goupiller pour la fin, et on va faire une théorie dès demain ou après-demain sur le sujet. Vous allez voir, ça va être très intéressant, mais c'est plus qu'étonnant. Le premier, c'est forcément Saint-Saturne, mais ça, on l'avait déjà vu, on avait déjà théorisé là-dessus, et c'est bien un Gyuki. On ne passera pas trop de temps là-dessus, puisque les autres sont encore plus intéressants. Le second, c'est Saint-Marcus, un Itsumade. C'est une créature qui apparaît lors des catastrophes et qui est annonciatrice de malheur. Ok, là, il faut faire une petite pause. Il faut bien se dire que ce n'est pas lui qui apporte les malheurs, mais celui-ci apparaît en temps de malheur. C'est pas non plus un monstre qui va terrasser, normalement, en tout cas, toute une zone ou autre chose. Non, il ne va pas tuer des personnes, en tout cas pas dans la mythologie. Là, c'est autre chose. Quel genre de pouvoir il a, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il contrôle les maladies, la nécrose ou des choses comme ça, des choses liées à la mort? Pourquoi pas, mais il faut voir. En tout cas, c'est un oiseau, c'est le seul membre du Gorosei qui arrive à voler réellement.
C'est un Warkuri, c'est un big sanglier, et là on n'a pas vraiment d'infos sur lui. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il semblerait qu'Oda ait donné des yokai, parce que ce sont tous des yokai, ne l'oubliez pas, qui sont très peu connus. Et ça, c'est cool. C'est aussi pour faire connaître un petit peu son pays, les cultures de son pays au monde entier, et il le réussit très bien. Donc forcément, il faudra se tenir informé pour avoir plus d'informations sur celui-ci. Mais ça a l'air d'être le plus simple parmi l'ensemble des monstres présents. D'ailleurs, il ressemble un peu au sanglier qu'il y a sur Wano, le sanglier sacré. Peut-être qu'il est lui-même lié à Wano, en tout cas le fruit du démon, ou cet être, cette transformation, il n'y a pas de confirmation que ce sont des fruits du démon, est lié à Wano. C'est un sanglier, et lui, il ne fera rien durant tout ce chapitre. Saint Najuro, lui par contre, c'est un Bakutsu, et là aussi il y a très peu de choses qui sont connues sur eux. En fait, on ne trouve pas beaucoup d'informations, mais c'est un cheval squelette. C'est assez intéressant, puisqu'on a pas mal de théories qui vont apparaître dans la suite du chapitre sur lui. Il est super cool, il faut l'avouer, c'est notre préféré, c'est mon préféré. Depuis sa première apparition, c'est mon membre du Gorosei préféré, et il cumule le mec. Il a une Meito, semble-t-il, il a cette forme incroyable, et il va l'utiliser avec... C'est peut-être celui qui montre le plus de puissance actuellement parmi les membres du Gorosei. Et enfin, on a le dernier, Saint Jupiter, qui lui a la plus moche des formes et la plus triste. En fait, c'est un ver des sables. Et c'est assez étonnant parce que, pour le coup, c'est pas un animal mythologique réellement. Cet homme représente Mars. Cet homme représente une planète qui est, dans l'imaginaire collectif, ensablée, en fait une espèce de terre rouge, et ça nous fait penser à Dune en fait. C'est une référence peut-être à Dune, et vous le savez, le volume 2 de Dune vient de sortir, et dedans il y a des vers de sable, il y a des vers qui attaquent tout, qui sont surpuissants, et là c'est la même chose. En fait on a l'impression que c'est ça, c'est exactement ça. C'est peut-être l'inspiration pour Saint Jupiter. Peut-être que son estomac digère tout, détruit tout, et serait l'ennemi ultime, en fait la finition ultime de l'ensemble des ennemis d'Im-sama. En tout cas, c'est un théâtre de l'horreur et on comprend totalement pourquoi Sabo a eu peur en voyant tout ça sur Marie-Joise. On se demande même pourquoi et comment il a pu réellement s'en sortir. Parce que franchement, face à tout ça, c'est compliqué. Sans doute qu'ils ne voulaient pas sortir de cette pièce sous leur vraie forme. Et là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à partir du moment où personne ne les filme et personne ne les aperçoit réellement tous ensemble. À peine invoqué, aucun d'eux ne perd de temps. Nojuro, le cheval démoniaque, se rue vers les pacifistas pour les mettre hors d'état de marre. En prenant une forme hybride, il tranche le robot en un seul coup, et il l'enchaîne avec tous les pacifistas croisés sur son chemin. Et tout ça sans même ralentir. Et de son côté, Sanji aperçoit un énorme oiseau qui se dirige vers le dôme. Il ordonne alors à tout le monde de fuir. Un véritable monstre se dirige vers eux. Saint Marcus Mars a pris pour cible les Mugiwara du dôme et il fonce sur celui-ci. Et il l'explose. La moitié des pacifistas sont maintenant hors service, et la marine confirme qu'ils sont paralysés par cet allié. Du côté de Luffy, le héros fait face à 3 membres du Gorosei. La capacité du ver géant est de se cacher sous le sol pendant que Saint Saturne tente de tuer Joy Boy. Alors qu'au sommet de l'île, le bateau s'est arrêté. Lilith engueule littéralement Brook car il n'a rien fait pour les aider. C'est Usopp qui a maîtrisé la cavalcade. Il communique même avec Jinbei lui disant qu'ils sont prêts à partir. Dans le duel Zoro-Lucci, Zoro est même désarmé par l'homme léopard. C'est alors que l'homme poisson arrive au niveau de Zoro et promet de le ramener au plus tôt, même si le combat n'est pas fini. Sanji hurle alors que cette tronche de cactus met tout le monde en danger. Forcément à ces mots, Zoro s'arrête. Il esquive les coups de Lucci, reprend son sabre et découpe l'opposant de son haki. Il gagne enfin le combat. Najuro ne déçoit pas. Lui, il rentre en scène et il est hyper efficace. C'est un petit peu le Zoro de l'équipage. Il perd pas de temps, il va au combat, il court, il galope, il dégaine son épée, il prend sa forme hybride et il attaque. Et il fait quoi? Il détruit les pacifistas les uns après les autres en one shot et encore en one shot. Ça, c'est juste génial. Et au niveau de ses pouvoirs, c'est assez étonnant puisqu'il y a un mec de la marine qui débarque et qui dit les pacifistas sont hors service, mais ils n'ont pas été tranchés. Même si le mec utilise un sabre, ils n'ont pas été tranchés, ils ont été gelés en leur cœur pour pas qu'ils ne puissent bouger et qu'ils ne soient mis hors d'état de nuire. C'est parfait. Déjà, ça sert à quelque chose, ça permet de pouvoir potentiellement reprogrammer ces pacifistas pour qu'ils n'obéissent pas à Bonnet. N'oubliez pas qu'à chaque coup de sabre de Najuro, Bonnet, elle perd son pouvoir et donc l'ensemble se rééquilibre. Marine, pirate, là, ça va être un petit peu plus compliqué. En plus, avec l'arrivée des 5 anciens, on pense que maintenant le déséquilibre il est total. La marine reprend le dessus, le gouvernement reprend le dessus. Et cette attaque, elle est assez étonnante. On a 2 choses à dire sur elle. Premièrement, c'est que c'est une attaque au sabre. On le voit bien, un sabre qui transperce mais qui ne transperce pas. Ça fait penser à quelque chose, aux paroles du maître de Zoro. Il disait qu'un vrai péiste pouvait choisir de ne pas couper. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se dire que c'est peut-être ce que Najuro fait. Il décide ce qu'il arrive à trancher et ce qu'il ne tranche pas. Donc, il peut atteindre ce qu'il veut à l'intérieur de ce qu'il attaque sans
toucher le reste. Et ce serait peut-être un des niveaux ultimes pour un épéiste dans One Piece. Peut-être que Mihawk peut le faire, peut-être que Vista peut le faire, peut-être que je ne sais qui peut le faire dans One Piece, mais là, Najuro semble pouvoir le faire. Deuxièmement, c'est la capacité à geler. Il y a plein de points communs entre Brook et Najuro. Ce sont tous les deux des squelettes. Un cheval squelette, l'autre un vrai squelette. Et les deux utilisent de la glace. Brook, lui, dit qu'il invoque de la glace depuis les enfers. C'est le froid des enfers. Et bien, si Najuro faisait la même chose, si sa forme pouvait permettre de glacer les personnes en utilisant la même chose exactement que Brook, ce serait juste génial et ce serait une justification énorme. On ne dit pas que les deux vont se battre l'un contre l'autre, absolument pas. Mais on se dit que l'origine de leur pouvoir de glace est la même, la mort. De son côté, Luffy, lui, fait face à 3 membres du Gorosei, le sanglier, le ver géant et Saint Saturne. Donc, c'est quasiment impossible pour lui, il ne peut pas y arriver sans aide. Les 3 sont immortels, ne l'oublions pas. Et lui, Luffy, il a beau attaquer, il a beau être Joy Boy, il a beau être surpuissant, il s'épuise à un moment, on l'a déjà vu. Donc il sera très vite épuisé à force de se régénérer, à force d'éviter, à force d'attaquer, et c'est pas tenable sur le temps. Donc il faut forcément que des alliés arrivent, et on va le voir à la fin, les alliés vont arriver. Usopp, de son côté, c'est le héros ultime. Il vient d'arrêter le Sunny facilement, semble-t-il, il se jette pas de fleurs, alors que Brook, lui, il boit son thé tranquille, mais il y a une signification derrière tout ça. C'est que Brook, lui, il a un peu raison. C'est quand même un peu grâce à lui. Dans le sens où il a cru en son destin. C'est... Tous les Mugiwara sont comme ça. Ils savent très bien que le destin est en leur faveur. Ils ont battu Kaido, donc en vrai, le destin est vraiment dans leur faveur. Et en plus, ils ont un équipage qui pallie à toutes leurs faiblesses. S'ils ne peuvent pas faire quelque chose, clairement, les autres vont arriver pour les aider. C'est ce qui s'est passé et il avait totalement raison. Mais il ne faut pas minimiser le fait qu'Usopp a été incroyable là-dessus. Et en plus, il téléphone à Jinbei en demandant où est-ce que vous êtes, il faut venir. Genre, le mec, il est en train de prendre le lead pour l'arc Elbaf. Et ça annonce que du bien. Et il faut parler du plus gros des points, c'est le duel Zoro contre Lucci qui est enfin terminé. Et pour une raison très particulière. Beaucoup de personnes voient là l'orgueil de Zoro qui a entendu les paroles de Sanji et qui se dit « Ah, là, non, je peux pas être faible, faut que je montre à ce gars que je suis supérieur à lui et je one-shot Lucci. » Bon, one-shot c'est vite dit parce que le combat dure depuis un moment. Mais non, nous on voit autre chose. C'est l'utilisation du HDR, du Haki des Rois, qui n'avait pas été faite avant par Zoro. Et pourquoi? Zoro, faut pas oublier, dans son précédent combat contre King, il a utilisé le Haki des Rois revêtis. Il l'a utilisé et il est tombé dans les pommes à la fin, il est passé près de la mort. Il pouvait plus bouger. Franky a dû venir l'aider. Or là, qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul contre Lucci, c'est une situation où il faut fuir, il est loin de ses alliés, donc il faut trouver une façon de pouvoir y aller après avoir vaincu Lucci sous forme éveillée, donc utiliser le HDR pour aller beaucoup plus rapidement, mais prendre le risque de tomber dans les pommes. Et là, il entend la voix de Sanji, mais surtout il entend Den Mushi et il sait que Jinbei est à côté. Il a entendu Jinbei aussi parler. Il se dit qu'il peut enfin se lâcher, utiliser son Haki des Rois, et s'il tombe dans les pommes, Jinbei est là pour le ramener. C'est ça la vérité derrière cette scène. Ce n'est pas qu'il était vexé par les paroles. Il s'en fout de Sanji dans un côté où il se dit « Ah, il peut parler en fait. Je le déteste, il me déteste, il peut parler. » Mais non. Là, ce qu'il faut, c'est qu'un allié est là pour l'aider s'il tombe dans les pommes. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est une vraie justification. Le combat Luffy-Gorosei continue, alors que le monstre des sables surgit du sol et happe Luffy. Au même moment, les 2 capitaines géants font irruption. Ils ont tout vu, ils sont déjà prêts à libérer leur allié. La nostalgie les submerge alors d'un coup synchronisé. Alors forcément, ils tranchent le ver géant et libèrent leur allié. Le contact est enfin établi. Les 3 se reconnaissent et dans un rire collectif, le chapitre se termine. Et cette fin de chapitre, elle est incroyable. L'attaque vient du sol. Saint Jupiter, il attaque du sol. En fait, c'était totalement logique. Donc pour le coup, on se pose pas mal de questions sur ce personnage, sur cette transformation. Vous pouvez voir qu'en fait, il n'a pas de bras, il n'a pas tout ça. Donc en attaque, il n'est pas tellement puissant. Il est obligé de rester en fait à couvert et d'attaquer quand l'autre est distrait. Donc forcément, il n'attaque jamais. Il ne se bat jamais tout seul. Sinon, ce serait une aberration. Deuxièmement, pourquoi bouffer Nika? Où ça va aller? C'est quoi la finalité? Nika va détruire son estomac, va sortir ensuite. Donc, où est la finalité? Ou alors, il y a une autre chose. Ce ver géant, c'est peut-être le personnage ultime du Gorosei, dans le sens où son estomac est un puissant fond. Peut-être même un endroit vers une autre dimension. À partir du moment où on est assez profond, c'est fini. Soit on est digéré automatiquement, soit on est téléporté ailleurs.
Et ça peut être intéressant. Ça peut justifier pourquoi est-ce qu'il attaque tout de suite le Gear 5 de cette façon, alors que le Gear 5 n'est pas épuisé. C'est peut-être une façon d'attraper Nika et de l'emmener et de finir la bataille. Mais pour le coup, les deux géants sont arrivés et ils ont tranché ce membre du Gorosei. Et ça, c'est juste génial. Bon, n'oublions pas que là, c'est un membre du Gorosei, il va forcément se régénérer. Il n'est pas mort, il n'y a personne qui est mort là-dedans, vous inquiétez pas. Ça, il faut vraiment pas se prendre la tête, c'est certain que personne n'est mort. Sans doute qu'il se régénère comme Saint Saturne. Mais par contre, il y a des paroles qui sont liées à tout ça, qui sont très intéressantes. Les géants ont vu Luffy et ils se disent « Ah, cette tête m'emplit de nostalgie ». Mais en même temps, il est en Gear 5. Est-ce qu'on le reconnaît tellement quand il est en Gear 5? Est-ce que les géants ont de si bons yeux pour voir son visage? Nous, on n'y croit pas tellement. On pense qu'il y a autre chose. On pense que ces géants, ils sont assez vieux, mine de rien. Ils ont plus de 100 ans, c'est sûr, ça fait 100 ans qu'ils se battent. Et à l'époque, ils avaient déjà plus de 100 ans. Journey, je crois qu'il a vers les 90 ans. Donc, il est jeune comme géant. Ces géants-là, ils ont entre 200 et 250 ans, voire un peu plus. Et il y a 200 ans, il y a eu l'attaque de Marie-Joise par le robot antique. Or, on sait que le robot antique, il s'active uniquement quand il y a Joy Boy à côté, quand le pouvoir de Joy Boy est utilisé. Donc, il y a un Joy Boy qui s'est éveillé. Est-ce que ce Joy Boy était avec les géants, avec les deux vieux géants de l'île, et que Dory et Brogy ont vu son visage? Ils ont vu ce côté blanc, ce côté Gear 5 de ce personnage qui avait éveillé Joy Boy. Et là, ils se sont fait une promesse, ils vont parcourir le monde jusqu'à trouver le nouveau Joy Boy. Et c'est là où ils voient Luffy, et ça les a emplis de deux nostalgies, d'une double dose de nostalgie. La première, c'est de revoir Luffy, et la deuxième, c'est de revoir Nika. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. C'est encore une review tout seul, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. N'oubliez pas que Silver est à la Réunion, mais ne vous inquiétez pas, dès que je serai là-bas, les vidéos à deux vont reprendre. Donc on vous laisse là-dessus et à très bientôt.